On va commencer par la présentation du docteur Marie-Claire Guérin, qui est gériatre, qui travaille aux hôpitaux de Strasbourg et qui va nous parler du pronostic, de la notion d'incertitude et puis de son expérience également dans l'usage de la notion de pronostic dans le cadre de la néphrogériatrie. Merci Marie-Claire, je te passe la parole. Bonsoir, donc oui, Marie-Claire Guérin, je suis PH à l'unité mobile de gériatrie aux hôpitaux de Strasbourg. Et donc à la demande de Patrick, je te remercie pour cette invitation. Je vais vous parler de ce qui a été annoncé et je vais juste vérifier que le partage d'écran fonctionne. Patrick, ça marche? Très Ouais, bien. super. Euh, du coup, alors pour voilà, donc je suis déjà, alors donc je vous parle pronostic, pardon, incertitude, et donc avec des notions déjà assez théoriques et conceptuelles. Et puis après, pour que ça soit quelque chose d'un peu plus incarné, je vais vous faire un retour de ma pratique sur l'expérience en néphrogériatrie. On en parlera à la fin de la présentation. Alors pour commencer, je suis partie de la définition du petit Robert hein, sur le pronostic, c'est donc le jugement que porte un médecin sur la durée et l'issue d'une maladie. Faire un pronostic, le pronostic c'est aussi vieux que la médecine, hein, ça remonte à Hippocrate, qui rappelait déjà dans son traité, un de ses traités principaux qui s'appelle le pronostic, la place fondamentale de cet exercice, d'autant plus à l'époque où il y avait peu de ressources thérapeutiques et diagnostiques. Alors, à l'époque, il faut recontextualiser. Il y avait aussi le contexte d'interprétation des signes et le pronostic pour Hippocrate. Il venait du passé, il se manifestait dans le présent et il se projetait dans le futur. Mais en tout cas, vu le peu de ressources thérapeutiques, ça avait une place prépondérante. Avec l'avènement de la médecine moderne, la vision change. On a une vision ontologique de la maladie, à savoir que ce qui intéresse et ce qui stimule les médecins, c'est de résoudre l'énigme de la maladie, peut-être des fois aux dépens de la personne malade qui se cache derrière la maladie. Et à la vision ontologique de la maladie s'ajoute la vision curative de la médecine. Donc au final, le bon médecin est le médecin qui va faire le bon diagnostic et qui va trouver le bon traitement à proposer. Donc le pronostic est un petit peu relégué puisque on arrive à soigner les gens. Typiquement, dans les traités de médecine, par exemple, la pneumopathie, fin 18e, 19e siècle, il y avait un long chapitre sur le pronostic et puis actuellement, c'est réduit à peau de chagrin puisqu'une pneumopathie est d'évolution plutôt favorable. Par contre, dans les situations où les thérapeutiques ne sont pas disponibles ou où elles s'avèrent ne plus être efficaces, le pronostic revient en première ligne dans les discussions. Alors, c'est un élément essentiel pour des décisions pratiques. Dans ces situations où il n'y a pas d'alternative ou solution thérapeutique, où il n'y en a plus, parce que comment faire pour parler de toutes ces décisions importantes que sont les directives anticipées, le consentement éclairé, la décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques actives, de programmer des plans de soins ou de proposer des soins palliatifs à domicile ou ailleurs sans avoir une idée du pronostic, une idée de ce qui attend le patient. Et c'est avec ce pronostic qu'on entre finalement de plein pied dans l'accompagnement qui va être proposé aux patients, dans cet équilibre pas toujours facile, mais à tenir entre le respect de son autonomie décisionnelle, ce qui suppose qu'il a pu être informé, et notamment du pronostic, et des soins appropriés à sa situation singulière. Alors, un pronostic, c'est l'établissement d'un pronostic, c'est un processus, mais c'est deux moments. La première étape, elle est réflexive. C'est l'élaboration par le praticien d'une hypothèse pronostique qu'il va d'abord se formuler dans son fort intérieur via son entendement et qui va d'abord se dire à lui-même. C'est ce que les anglo-saxons appellent le foreseeing dans le processus de pronostic. Et deuxième phase, incontournable du pronostic, après avoir décidé en son fort intérieur quelle est l'hypothèse pronostique la plus probable, le praticien va devoir la communiquer au patient. Faire passer l'information, c'est ce que les anglo-saxons appellent le foretelling. Alors, pour la première étape, celle qui est d'établir une hypothèse pronostique, sur quoi peut bien se baser le praticien? Alors, il va se baser sur des données générales, hein, sur les études, les cohortes, ce qu'on appelle communément l'evidence-based medicine.
Il va pouvoir s'appuyer aussi sur des scores prédictifs de survie, mais on sait que leur sensibilité est faible. Ces scores sont établis pour correspondre au plus grand nombre et non pas au singulier, donc ils sont relativement peu pertinents en situation individuelle, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un élément à prendre en compte et à discuter. Il va se baser également, le praticien, sur son expérience personnelle, le nombre de cas similaires dont il aura déjà été au contact. Il va aussi pouvoir s'appuyer sur des discussions avec l'équipe soignante et puis évidemment prendre en considération les spécificités du patient. À maladie identique, le pronostic qu'il établira ne sera pas le même en fonction du terrain, des antécédents, des traitements de son patient. Euh, alors, cette présentation m'a donné l'occasion d'aller chercher un petit peu des informations et il n'y en a pas tant que ça dans la littérature francophone, il y en a beaucoup plus dans la littérature anglo-saxonne sur le pronostic. Là, c'est une étude qui montre que généralement, les pronostics sont le plus souvent trop optimistes. Alors, c'est un schéma, mais qui parle mieux que beaucoup de mots. On a la survie observée réelle en comparaison avec la survie prédite par des praticiens, la diagonale représentant une prédiction qui serait idéale. Et il s'avère que, alors c'était 343 patients avec 500 médecins dans 5 programmes où les patients étaient inclus déjà dans des soins palliatifs et on demandait aux praticiens d'évaluer le pronostic de survie de leurs patients. Euh, ce- il en ressort qu'un cinquième, 20% des pronostics sont considérés comme corrects. C'est pas que ceux qui sont sur la courbe idéale, hein, c'est ceux qui s'en approchent. 2 tiers sont beaucoup trop optimistes, c'est ceux qu'on observe en haut à gauche de la diagonale. Et je crois que c'est à peu près 17% qui sont trop pessimistes. Et quand on est trop optimiste, on ne l'est pas qu'un peu, on l'est beaucoup, on excède d'un facteur 5 dans notre survie prédite, celle qui est observée. Dans cette même étude, en analyse multivariée, ils se sont rendus compte que, bon, ça paraît assez évident, qu'avec l'augmentation de l'expérience du médecin, c'est-à-dire plus il aura rencontré de cas similaires, plus sa pertinence pronostique sera bonne. A contrario, plus la durée de la relation médecin-patient est longue, plus la prédiction devient erronée par excès d'optimisme, et elle est de 12 à 15% d'excès d'optimisme par année supplémentaire de connaissance du patient par le médecin. Les praticiens, les médecins ne sont pas les seuls à faire des pronostics, les infirmières également, les patients aussi. Alors, une étude qui montrait que les infirmières sont probablement meilleures, enfin font des meilleurs pronostics que les praticiens euh, quand il s'agit du court terme. Et puis après, une inversion au-delà du mois de survie où les praticiens médicaux deviendraient plus pertinents. On peut assez facilement penser que le temps de présence au lit du malade en toute fin de vie permet d'expliquer ce meilleur pronostic infirmier. Et plusieurs études, là j'en ai mis 2 en référence, ont montré que l'auto-évaluation du patient est un facteur prédictif indépendant de bons pronostics de survie. C'est un élément important parce que ça permet, dans cette pratique qui n'est pas toujours facile, de parler du pronostic avec les patients, de voir que c'est sûrement aidant de partir de la perception du patient lui-même qu'il a de sa situation comme point de départ à la discussion. Alors, on a parlé de l'étape réflexive du praticien, sur quoi il peut s'appuyer pour faire son pronostic, et ensuite il y a l'étape communicationnelle. Toujours dans la littérature plutôt anglo-saxonne, qui s'est beaucoup intéressée à ça, il a été montré que, il y a beaucoup de freins et de difficultés à parler du pronostic avec les patients. Il y a notamment une sphère d'explication psychologique. La première étant celle que la prévision est dommageable. C'est ce qui est appelé la self-fulfilling prophecy. C'est un concept en sciences sociales qui reprend l'idée que quand on est dans une situation de devoir prédire quelque chose d'a priori plutôt négatif, on va modifier son comportement en fonction de ses croyances. En situation de soins, c'est le médecin qui a un pronostic mauvais à annoncer, qui se dit, je vais faire perdre de la volonté de se battre à mon patient en lui disant cela. Si j'annonce ça à l'équipe et à mes confrères, les soins et l'attention qui lui seront prodigués ne seront pas les mêmes parce qu'on considérera qu'il n'y a plus rien à faire. Le patient va être déprimé et ce genre de choses. Ces études montrent aussi qu'il y a une tendance à la ritualisation de l'optimisme et du maintien de l'espoir.
Alors, on peut en reparler. En tout cas, c'est ce qui est mis en évidence. Et puis aussi une tendance qui se mélange avec tout ça au paternalisme médical, avec la volonté de protéger le patient des mauvaises nouvelles et finalement, souvent, de façon plutôt inconsciente, de considérer qu'il est inapte, à la fois cognitivement et émotionnellement, à manipuler et à s'approprier des informations qui concernent pourtant son propre pronostic. Alors, concernant toujours la communication médecin-malade sur le pronostic, euh, que veulent les patients? Ben, globalement, ils veulent recevoir des informations et ils veulent recevoir des informations claires, à la fois sur l'évolution en termes de pronostic de survie de la pathologie dont ils sont affectés, mais également sur les souffrances potentielles qu'ils risquent de rencontrer. Il y a une étude qui montre que 98% de patients suivis pour une pathologie cancéreuse à un stade métastatique souhaitent avoir une discussion qui est qualifiée de réaliste et personnalisée sur leur pronostic. Et il s'avère que quand ces discussions sur le pronostic ont lieu, la relation médecin-malade ne s'en trouve que renforcée. Alors, on arrive à l'incertitude parce qu'effectivement, au-delà de ces explications psychologiques qui pourraient être des freins à partager un pronostic avec un patient, il y a quelque chose d'absolument inhérent à la pratique médicale et d'irréductible, qui est l'incertitude. Une définition assez classique de l'incertitude, c'est que c'est l'incapacité de tout savoir sur une situation et la difficulté de prévoir la nature et les effets des changements à venir. En situation de connaissance et de savoir dont il faut faire la preuve, l'incertitude, c'est un état métacognitif avec conscient de sa propre ignorance. Finalement, ça veut dire qu'on reconnaît les limites de son savoir. Un des problèmes de l'incertitude, enfin il y en a plusieurs, mais on peut avancer, c'est que finalement cette incertitude, la reconnaissance des limites de son savoir, ça va retarder les processus décisionnels et ça va augmenter la probabilité d'avoir des opinions divergentes sur l'avenir et donc sur ce qu'il faut proposer. Donc il y a eu toute une littérature qui s'est intéressée à l'aversion à l'incertitude, notamment en situation de soins. Alors la citation est un peu longue, mais je trouvais que finalement, Christakis, qui est un médecin américain, je vous laisse la lire tranquillement, qui est un médecin américain et à la fois sociologue, qui a beaucoup produit de littérature sur la communication patient-médecin et notamment sur la fin de vie et notamment sur le pronostic a bien résumé les choses en rappelant que l'avenir ne peut pas être observé empiriquement dans le présent, bien sûr, et que l'incertitude résulte à la fois d'une ignorance personnelle inévitable. Alors, il veut dire par là, dans le chapitre, que cette ignorance personnelle, c'est le fait que tout médecin, même s'il fait du mieux qu'il peut, ne pourra jamais être détenteur de tout le savoir médical et être à jour tout le temps. Et en même temps, il y a une limitation des connaissances médicales, on ne sait pas encore tout, à laquelle on ne peut pas remédier. Et finalement, ce qui est paradoxal, il dit que l'incertitude en médecine est importante, mais l'incertitude à pronostiquer, elle l'est encore plus, parce que c'est des situations à haute imprévisibilité qui à la fois exigent des efforts importants de la part des praticiens pour faire des prédictions, et en même temps qui les contrecarrent de façon irréductible. Mais une fois qu'on a posé ça, qu'il y a cette incertitude irréductible à l'exercice de la médecine, on peut aussi s'en saisir, se l'approprier et faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose de paralysant, mais quelque chose qui va faire qu'on va dépasser la pure spéculation prévisionnelle et qu'on va entrer dans faire autrement, faire dans le sens vraiment agir pratique. Et je trouvais que cette phrase de Pascal Vinant, qui travaille en équipe mobile de soins palliatifs, est intéressante et tout à fait vraie. Passer pour un professionnel des certitudes apprises dans le cadre de sa formation à un rapport assumé à l'incertitude dans sa pratique, ça relève vraiment d'un cheminement progressif, ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Une fois qu'on décide d'avoir ce rapport assumé à l'incertitude, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'élargir le champ de sa réflexion, c'est-à-dire qu'au-delà des probabilités, des normes, on va faire appel au doute épistémologique. Faire appel au doute épistémologique, ça va être critiquer et délimiter ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on peut espérer savoir, ce qu'on ne peut pas espérer savoir. Et donc, peut-être aussi partager ce doute avec le patient, avec ses collègues. Euh, Assumer ce rapport à l'incertitude, c'est changer de temporalité. C'est un peu galvaudé, mais c'est pourtant vrai. L'incertitude nous ramène à l'ici et maintenant et ça nous contraint à avancer pas à pas, à s'accorder du temps pour dire bah, on va observer ce qui se passe, on va observer ce qui advient, on va observer ce qui est encore possible d'imaginer ou pas.
Et en faisant comme ça, cette place à l'incertitude, finalement, ce qui est offert, c'est de l'espace à créer de l'agir médical. C'est faire appel à de l'interdisciplinarité, c'est recueillir la parole du patient et de ses proches, c'est penser et prodiguer le juste soin, euh, l'adapter au fur et à mesure. Donc ne pas rester paralysé par l'incertitude, mais s'en saisir pour continuer à avancer. Et finalement, voilà, ça permet l'action ajustée et l'engagement dans la durée. Et je trouvais que c'était intéressant dans tous ces articles qui parlaient de ces rapports assumés à l'incertitude, finalement d'opposer, enfin en tout cas de, oui, d'opposer à la faiblesse du savoir la force d'un engagement de relation avec le patient dans la durée. Alors ça, c'était pour l'approche un petit peu théorique et conceptuelle. Moi, je m'occupe des consultations d'évaluation pré-thérapeutique en prédialyse auprès des patients âgés qui ne sont pas éligibles à une greffe et pour qui il va falloir décider si le traitement à proposer le plus intéressant, c'est la dialyse ou le traitement médical conservateur. Parce que après des années de dialyse pour tous, les néphrologues se sont rendus compte que pour les patients les plus âgés ou les plus fragiles, c'était pas forcément la bonne solution d'aller jusqu'à la dialyse. Donc, on sait que sans dialyse, le patient risque de développer des complications et d'en décéder. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est un diagnostic pronostic en lui-même. Dans le titre du diagnostic, le pronostic est déjà annoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que le traitement qu'on va proposer va dépendre du pronostic imaginé pour le patient, mais il va également l'influencer. Alors la diapositive est chargée, mais finalement, elle montre bien la complexité et le nombre de données de l'evidence-based medicine et des études qui sont disponibles, mais qui finalement vont pas forcément nous aider à avancer sur la question, puisque tout ce texte, c'est pour résumer que certains patients vont vivre plus longtemps avec dialyse, mais dans les mêmes conditions à peu près, hein, de comorbidité, d'âge, mais d'autres non. Certains vont décompenser des pathologies préexistantes et d'autres non. Certains vont mourir précocement, dans les 3 semaines à 3 mois après initiation de dialyse, et d'autres non. Et donc finalement, la problématique, c'est comment identifier les patients à orienter en dialyse et ceux à orienter en traitement conservateur, donc médical, en conciliant le meilleur pronostic vital et ou le meilleur pronostic de qualité de vie. Et où, parce que des patients clairement vont nous dire, mais moi, qu'on me dialyse parce que je veux vivre le plus longtemps possible, sinon j'ai un sentiment d'abandon si vous ne le faites pas. Et d'autres qui vont nous dire, docteur, à l'âge que j'ai, je vais bien mourir un jour et peut-être dans pas longtemps, et ce que je veux privilégier, c'est ma qualité de vie. Alors, à notre disposition, on a des données et des scores pour évaluer le pronostic vital avec ou sans dialyse chez les patients âgés. Je ne m'attarde pas, c'est des choses classiques en gériatrie, la fragilité, les syndromes gériatriques, des facteurs temporels, début de dialyse en urgence et des choses comme ça. Il y a une équipe française avec docteur Couchou qui a établi des scores de survie à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Ensuite, on a aussi des données sur le pronostic de qualité de vie qu'on propose à ces patients. Il y a des impacts négatifs de la dialyse sur l'indépendance fonctionnelle, sur les risques de chute, sur l'aggravation des troubles neurocognitifs, sur l'état thymique. De façon non négligeable, le temps de vie passé en hospitalisation ou en dialyse est égal à un tiers du temps qui reste à vivre pour ces patients. Pour certains, c'est acceptable, pour d'autres, ça ne l'est pas. Il y a des impacts positifs également de la dialyse sur la qualité de vie, non pas seulement sur la survie, en termes de surcharge, donc un effet sur l'essoufflement, donc des activités au quotidien plus agréables. Un effet sur le syndrome urémique, donc peut-être moins de fatigue, des effets de sociabilisation, comme on dit, avec des rencontres et des partages d'expériences avec d'autres patients. Et puis il y a des patients pour lesquels l'état thymique sera amélioré sous dialyse, contrairement à d'autres. Donc finalement, énormément de données euh, pour le pronostic de survie et qualité de vie. Alors, que veulent les patients dans ces situations-là? Globalement, ils veulent un maintien de leur indépendance avant une prolongation de leur survie. La survie, elle est placée en dernier ou en avant-dernière priorité pour 50% d'entre eux. C'est la moitié, c'est-à-dire que 50% d'entre eux, c'est pas le cas. Généralement, ils estiment que le néphrologue a une mauvaise connaissance de ses priorités. Ils souhaitent être informés plus tôt. Ils souhaitent que l'information sur les données de qualité de vie et de survie soit partagée avec leur entourage. Et ce qui est mis en évidence, c'est qu'au final, il n'y a pas un seul moment pour le faire, mais c'est des patients chroniques, comme on dit, et donc il y a plusieurs opportunités de saisir ces discussions. Alors, l'apport de l'évaluation gériatrique, c'est déjà de faire une évaluation globale, comme on dit,
c'est surtout de pouvoir discuter de différents aspects de la vie du patient, d'avoir des conversations moins techniques que le néphrologue, en parlant de comment vous faites pour vous habiller, comment vous faites pour vous déplacer. On a une conversation sur l'ordinaire, mais l'ordinaire, c'est la vie réelle des gens. Donc, ça permet de libérer la parole et d'avoir voilà, des échanges moins techniques qui nous amènent à discuter finalement des préférences des patients, d'avoir des discussions sur leurs craintes, d'avoir des discussions sur la mort et sur le temps qui reste à vivre. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une occasion, ces consultations de gériatrie, de partir de ce qu'on disait au tout début, de la perception du patient lui-même de sa situation et de ce qui semble, à ce stade-là, le plus ajusté à sa situation. Et donc finalement, en discutant avec mes collègues néphrologues, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'existent ces consultations, on s'est aguerri, on s'est on a apprivoisé cette pratique pas toujours facile, et on s'est rendu compte que, alors c'est un peu caricatural, mais c'est pas complètement faux. Il y avait des néphrologues qui le disaient encore il y a pas longtemps. On est passé de la dialyse ou la mort à une prise en charge appropriée à votre situation comme réflexion au patient. Euh, Vraiment, ce qu'on s'est rendu compte, c'était qu'on est de plus en plus à l'aise pour parler avec les patients des données même objectives, de leur faire part des données des études sur les survies, sur la qualité de vie, et que finalement le pronostic n'est pas tant un événement qu'un processus qui vient s'inscrire dans le continuum du parcours de vie des patients. Et donc ça a débouché sur la création d'une information personnalisée à la dialyse pour les patients âgés fragiles. Et tout récemment, depuis le début de l'année 2025, à la création d'une filière traitement conservateur dédiée à ces patients. Donc avant, on ne proposait pas la dialyse, mais c'était compliqué, on ne savait pas trop ce qu'on proposait aux patients. Et maintenant, ils sont dans une vraie filière adaptée à leur pronostic de survie et de qualité de vie. Et je crois que j'ai presque terminé. C'est ça. Donc, en conclusion, voilà, j'ai mis cette phrase de Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe, qui s'intéresse beaucoup aux soins. Là, l'article ne s'intéressait pas aux soins en particulier, mais à l'anticipation, à la prospective. Et il y a cette phrase que je trouve qui correspond bien à notre pratique, qui est que la sagesse pratique mobilisée dans une décision, elle est exigée parce qu'il y a du non-savoir. C'est tout à fait qu'on vit au quotidien avec nos patients âgés. Donc on l'a vu, l'estimation du pronostic de survie et sa communication aux patients, ça influence des décisions pratiques importantes. C'est pas quelque chose devant lequel il faut rester paralysé ou reculer. Euh, il y a de l'incertitude et donc il y a une mobilisation de l'agir et de l'éthos médical. Et maintenant, j'ai vu qu'il y a des facultés qui veulent créer des modules d'apprentissage d'apprivoisement de l'incertitude, où ils parlent même d'aller jusqu'à un certain rapport confortable à l'incertitude. Je ne suis pas sûre qu'il faille être confortable dans son rapport à l'incertitude. Je pense que l'inconfort qu'on ressent face à l'incertitude, c'est le témoin d'un équilibre toujours très fragile qu'on essaye de tenir face aux patients. Et ça a été bien rappelé dans l'avis 139 du CCNE, qui dit que la recherche de l'accompagnement le plus juste nécessite chaque fois le courage et l'inconfort d'un face-à-face singulier avec le patient, appelle à chaque fois une réponse unique. Donc je trouve que ça résume, enfin en tout cas ça illustre bien cet équilibre toujours fragile mais fondamental à tenir face à nos patients, notamment dans les situations de pronostic compliquées. Voilà, j'en ai terminé. Mm. Merci beaucoup, Marie-Claire. Alors, vous avez remarqué, je n'ai plus de caméra. En fait, mon système de caméra Zoom est intolérant, donc j'ai failli vous perdre tous. Et donc, je ne vais pas remettre la caméra, mais ça ne m'empêchera pas d'accueillir Laurent Calvel, là, qui est professeur de soins palliatifs et qui dirige le service de soins palliatifs aux hôpitaux de Strasbourg, qui est aussi membre du conseil d'orientation du site alsacien des Règes et de bien d'autres choses que je ne vais pas décliner. Et je le remercie beaucoup de nous donner le point de vue du médecin de soins palliatifs sur cette question du pronostic. Merci, Laurent. Merci beaucoup, Patrick. Bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer à propos du pronostic en soins palliatifs. Alors, je reprendrai, en tous les cas, on est dans la continuité avec
avec Marie-Claire, puisque il y a énormément d'éléments communs et elle a déjà bien dressé le tableau et de l'incertitude et de la temporalité des événements. Le, je commencerai par dire que, avant de parler de pronostic, il y a quand même des enjeux et des potentiels points d'achoppement, notamment dans le cadre des soins palliatifs, mais ce n'est pas une exclusivité des soins palliatifs, en matière d'identification de la situation telle qu'elle se présente, d'incertitude. Je ne reviendrai pas sur cette notion, pardon, de contexte, de trajectoire de maladie et de vie, et appréhender ce qui met en jeu la vie, et donc quid du pronostic. Tout d'abord, enfin, puisque le modèle que sur lequel je vais m'appuyer, c'est le modèle d'une situation palliative, mais dans bien d'autres cadres de soins et de maladies, ce que je vais évoquer peut être complètement décliné. Tout d'abord, l'important, c'est d'identifier une situation telle qu'elle se présente et pas comme on aimerait qu'elle se présente. Et donc, situer ou identifier une situation palliative, ça part du principe euh, du moment où, dans sa trajectoire de maladie, le patient est à un niveau d'évolution de la maladie qui change la visée thérapeutique qu'on envisage, dans la mesure où cette maladie, à ce stade-là, ne peut plus être considérée comme guérissable, euh, quels que soient les moyens qu'on va entreprendre. Et de par son évolution naturelle, sans guérison possible, vont être mis en jeu des processus qui, à un moment ou à un autre, plus ou moins proche du moment où on constate cette situation d'incurabilité, là, le pronostic de vie, ou en tout cas la vie, va être mise en jeu. Et ça rejoint la définition des soins palliatifs avec toutes les approches et les éléments que Marie-Claire avait déjà rappelé, hein, c'est-à-dire la singularité des situations, la nécessité de prendre en soin et de considérer la personne non pas à travers la focale de sa maladie, mais à travers l'individu, la personne dans son évolution et dans sa vie, et dans sa trajectoire, et c'est quelque chose qui est essentiel. Mais quand on parle de soins palliatifs, en fait, on peut parler de trois choses complètement, pas complètement différentes, mais qui, si on n'est pas clair dans ce que l'on accueille comme terminologie, risque de poser quelques problèmes de méconnaissance ou d'incompréhension. Tout d'abord, le concept de soins palliatifs. On peut parler de soins palliatifs en évoquant le concept de soins palliatifs. Et le concept de soins palliatifs renvoie vers tout ce qu'on a dit, tout ce que je vous ai donné comme élément déjà d'identification de la situation, mais aussi qu'est-ce que l'on considère et qu'est-ce que l'on met en œuvre à l'adresse de cette personne en situation palliative, et quel temps on lui accorde, quelle considération aussi de ses choix et de ses positions et de ses valeurs et de ses projections, de manière à effectivement ne pas être soumis à une pression temporelle quand euh, on évoquera ou quand il sera question de mise en jeu ou de pronostic de vie engagé, parce que de temps en temps, malheureusement, c'est un peu tard, et ça met en tension, et des tensions émotionnelles, affectives, éthiques, qui sont
qui peuvent être majeures. Le plus souvent, quand on parle de soins palliatifs, ou quand les gens évoquent, que ce soit des professionnels ou des citoyens, évoquent les soins palliatifs, on pense à, aux soins et à prêter attention à la personne et aux soins dispensés en, dans l'agir face à une situation symptomatologique importante ou exprimée avec bruit ou, ou en rapport avec un effondrement psychosocial ou des tensions psychosociales qui nécessitent d'agir pour essayer de soulager ou d'apaiser la situation pour permettre à la personne de poursuivre sa vie. Et donc on est loin, enfin on est loin, on peut être loin ou avoir du mal à accepter la considération de la prise en soin sans le contrôle de la maladie ou la lutte contre la maladie qui s'apparenterait plutôt à un paradigme curatif et vis-à-vis duquel, comme le disait Marie-Claire, les médecins ont été formés et s'engagent assez avec énergie et avec moins de dépit parfois que s'engager dans un paradigme palliatif. Le troisième sens que peut recouvrir soins palliatifs, c'est quand on parle des structures de soins palliatifs ou des acteurs de soins palliatifs, ce qui, entre nous soit dit, est une niche, puisque normalement les acteurs et les structures de soins palliatifs sont engagés dans une prise en soin, ou en tous les cas dans un appui ou dans un soutien face aux situations palliatives les plus complexes, avec des niveaux d'intervention qui sont qualifiés de 1 à 3 en fonction de la complexité ou en tous les cas de la nécessité d'être de renforcer les ressources pour une prise en soin de qualité. Et inévitablement, à travers, c'est impossible d'évoquer ou de penser, évoquer un pronostic sans connaître, ou en tous les cas, se pencher sur les contextes et les trajectoires des maladies qui mènent à une situation, et qui peuvent mener à une situation palliative. Et tout simplement parce que ces contextes font varier les capacités de survie, soit parce qu'il y a effectivement des terrains et des profils de patients qui sont plus ou moins fragiles et exposés aux éléments, soit parce que la trajectoire de la maladie dans son évolution est réputée soit agressive, soit est à un niveau d'agressivité sur l'organisme qui effectivement mettront en jeu le pronostic de vie de la personne plus rapidement qu'une maladie qui serait plus latente ou en tous les cas moins agressive sur les fonctions et les organes qui permettent à la personne de continuer à vivre. Et trois grandes trajectoires de maladies ont été décrites, et c'est toujours très très intéressant de se pencher un peu sur la schématisation des cours temporels de ces trois grandes trajectoires que Scott Murray avait, dans un premier papier en 2005, dans le BMJ, avait schématisé et qui a affiné avec son équipe cette présentation dans un papier du BMJ aussi d'avril 2024 en représentant en fait
les évolutions et les trajectoires selon des courbes où en abscisse, c'est le temps qui passe, et en ordonnée, l'état général ou le bien-être, la manifestation de bien-être, qu'elle soit physique ou psychologique. Et la courbe bleue tout en haut et le bien-être ou l'état général physique, c'était la première qui avait été décrite par Murray en 2005, et il a rajouté donc les trois autres dimensions qui sont la dimension sociale, qui peut confiner ou peut mener à une souffrance de la personne sur le plan social, qui est souvent associée à une souffrance ou une tension sur le plan psychologique. Et il ne faut pas écarter, ou en tous les cas oublier, ce qui a trait à la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la confession religieuse, hein, qui est beaucoup plus large que la confession religieuse, mais qui peut être mise en tension également à travers l'évolution d'une maladie. Et ces trois trajectoires que sont les maladies plutôt oncologiques ou hématologiques malignes, qui sont représentées sur la première trajectoire, les insuffisances d'organes sur la deuxième trajectoire dont Marie-Claire a parlé, et la troisième trajectoire étant les maladies neuroévolutives, neurodégénératives. On voit complètement que le bien-être, ou en tous les cas l'état stable de l'état général physique pour la première trajectoire est relativement stable pendant un temps qu'on pourrait considérer comme le temps où les thérapeutiques agissent efficacement pour contrôler la maladie, jusqu'à un moment où il y a un point d'inflexion où effectivement il y a une chute relativement brutale de cet état. Et la deuxième étant plutôt représentée avec les creux qui sont les décompensations aiguës des états d'insuffisance d'organes. Et la troisième, qui n'est pas anodine, est beaucoup plus anarchique sur l'état général, mais tout simplement parce que la plupart du temps, dans les maladies neuroévolutives ou neurodégénératives, euh, ce sont les complications de ces maladies et pas la maladie directement qui vont entraîner ou qui risquent de mettre en jeu le pronostic vital de la personne. En tous les cas, connaître ces décours temporels est indispensable, et en tous les cas s'y pencher et essayer d'évaluer cette question est indispensable si on veut tenter d'approcher un pronostic de vie ou d'énoncer un pronostic de vie. Mais comment appréhender à ce moment-là que l'on engage, ou l'engagement thérapeutique raisonné, raisonnable et concerté, qui peut souvent être discuté et qui fait partie aussi de l'analyse du pronostic vital dans une problématique ou dans un parcours d'une situation palliative. Tout simplement, il faut toujours raisonner en balance bénéfice-risque, mais surtout une balance bénéfice-risque dont le rapport n'est pas à la convenance des professionnels ou des soignants, mais plutôt doit être centré sur ce que ce soit un rapport favorable pour le patient ou pour la personne concernée au premier chef. Il y a des niveaux d'engagement qui ont été discutés et qui justement attribuent une importance privilégiée à cette analyse et ce maintien de l'équilibre, de manière à ne pas s'orienter
ni dans un sens ni dans l'autre, c'est-à-dire ni dans le sens d'une oscillation déraisonnable qui risquerait d'être préjudiciable au patient dans son processus de vie, et pas obligatoirement de privilégier la qualité de vie avec la maladie et malgré la maladie, comme on le prône dans des situations palliatives, mais aussi tout son contraire, c'est-à-dire l'abandon thérapeutique quand on pense que parce qu'on est confronté à un patient en situation palliative, alors il n'y a plus rien à lui proposer pour ni le soulager, ni lui permettre de vivre le mieux possible, ce qui est une erreur aussi qu'on pourrait connaître si on ne respecte pas cette médiété et cette ligne de crête dans l'approche du patient. Donc, tous ces éléments font que le pronostic de vie ne se décrète pas comme ça sur sur des éléments soit désincarnés, comme disait Marie-Claire, soit non, sans considérer la personne dans sa globalité. Et pour cela, un auteur qui s'appelle Bale, qui a essayé de décliner ce qui serait bien dans une communication et bienveillante et positive avec la personne malade, et en l'occurrence la personne malade atteinte d'un cancer avancé en situation palliative. Ben, c'est toute la considération et euh, toute la prise en soin qu'on pourrait, ou le temps qu'on pourrait accorder à ces échanges, à cette analyse de ce que vit cette personne, de ce qu'elle souhaite, comment elle pourrait réagir ou comment elle réagit dans une situation d'adversité comme une maladie grave, de manière à pouvoir être force de proposition, ou en tous les cas être le plus aidant possible pour permettre à cette personne d'être respectée dans ses valeurs et dans ses projections. Et la réponse à une question qui serait de l'ordre du pronostic de vie devrait être une réponse pensée, concertée et posée. Et donc, tout simplement parce que les prismes, en fonction à qui on s'adresse et de qui est en présence de cette question, et les prismes sont différents en fonction des patients, des proches ou des référents, qui n'ont pas ni les mêmes besoins, ni la même résonance, ni le même poids des mots et des informations prononcées, ni même les mêmes temporalités, hein, bien entendu. Tout, et l'autodétermination, c'est-à-dire permettre à une personne de se positionner aussi bien dans ses choix de recevoir une information que dans ses choix de ne pas recevoir une information, et d'avoir exprimé le souhait de ne pas recevoir une information qui risquerait de mettre à mal. Il faut trouver le sens de ce que l'on dit, et pas simplement répondre de manière systématique. En tous les cas, c'est dans des problématiques et des paradigmes de cet ordre-là, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est tout l'enjeu de ce qui est actuellement appelé depuis pas mal d'années, pas toujours très, très facile de le mettre en œuvre, mais la planification, l'anticipation
des soins ou des prises en soins du respect de ce que chaque personne souhaite. Et en général, personne ne souhaite être violenté dans ses valeurs ou dans ses projections, mais plutôt soutenu. Donc, mais ça prend du temps, et d'où le point majeur, c'est le temps que l'on consacre à ces questions et à ces échanges et à ces entretiens, Mhm. fait partie des éléments clés de la discussion à propos des pronostics ou de ce que la personne envisage pour elle et ce que l'on peut envisager pour elle. Donc, dans cette discussion sur les pronostics, un auteur qui s'appelle David Huy a énoncé 10 recherches importantes, ou en tous les cas thématiques importantes sur lesquelles se pencher quand on évoque des pronostics. Améliorer la précision du pronostic, c'est une question qui renvoie vers l'incertitude, hein. La maîtrise de tous les éléments n'est pas toujours possible. Améliorer la fiabilité et la reproductibilité, c'est la même problématique. Identifier les outils, ce qui ne reste que des outils de pronostic, ça ne répond pas à toutes les problématiques et à toutes les trajectoires. Prédire les risques et les avantages des thérapies, et notamment contre le cancer. Prédire la survie des populations pédiatriques. Et ce sont des enjeux assez, assez systématiques, mais encore une fois, le fil rouge est toujours cette incertitude et cette non-maîtrise de tous les éléments. Et comprendre surtout l'impact de l'incertitude pronostique sur la personne quand on communique sur le pronostic ou quand on répond à cette question. Normaliser la terminologie pronostic est un enjeu important, mais peut-être illusoire. C'est pour ça que je vous ai listé quelques outils de détermination d'un pronostic qui ne sont que des outils qui ne peuvent pas répondre à toutes les questions en matière de pronostic. Et c'est pour ça que l'importance, ou en tous les cas les maîtres mots en matière de... Je ne sais pas pourquoi ça avance aussi vite. En matière de pronostic, et notamment dans les situations palliatives, c'est l'identification, la précocité, l'anticipation, l'attention et la relation à l'autre pour préserver de manière centrée et singulière le service rendu à la personne malade. Réfléchir au poids des mots, aux représentations mortifères qui peuvent être dommageables, et notamment quand on laisse percevoir ces éléments, hein, soit dans l'optimisme trop appuyé, soit dans le pessimisme trop appuyé. Ne pas confondre trajectoire de vie induite par la maladie et les objectifs de prise en soin, et prendre la mesure pour le patient de sa situation, de ses choix et des enjeux pour lui. C'est quelque chose d'essentiel en matière de pronostic de vie, notamment dans les situations palliatives. Oui. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette présentation complète et intéressante. On passera aux questions tout à l'heure.
Et donc, pour terminer, on va recevoir le professeur Michel Hasselmann, qui est professeur émérite en médecine d'urgence et de réanimation à l'Université de Strasbourg et ancien directeur de l'EREG et que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Le son, Michel. Tu- Normalement, en bas à droite. Ah, à gauche, pardon. Voilà. Voilà, vous Oui, m'entendez? parfait. Voilà, d'accord. Ok. Attendez, j'ai des choses qui me dérangent. Voilà. Bon, bonjour à tous. Merci effectivement de m'avoir proposé gentiment de contribuer à cette réunion. Alors, je n'ai pas de diaporama. Je vais parler simplement en disant tout d'abord que bon, moi j'étais réanimateur médical. Je suis à la retraite maintenant. Je suis émérite, interniste. Et donc, avec mes collègues, on a une vision du pronostic, peut-être qui est un petit peu pas différente, mais qui a une particularité. Alors, beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas reprendre les propos des deux intervenants, donc je voudrais euh, simplement attirer l'attention sur ce qui me paraît être particulier pour les patients qui sont pris en charge dans les services de euh, réanimation au sens vrai du terme. Je ne parle pas des soins intensifs, je parle de la réanimation, c'est-à-dire c'est des spécialités où, par définition, les personnes ont au moins deux défaillances d'organes. Alors, partant de là, nous avons quelque chose de très, on n'est pas les seuls, mais quelque chose de notoire, c'est que le pronostic d'un patient qui entre en réanimation peut être immédiatement fatal. C'est-à-dire qu'il y a une urgence totale dans cette spécialité, comme spécialité des urgences en général. Le pronostic peut être immédiatement mortel et on peut dire que dans ma spécialité, parfois, définir un pronostic, c'est facile. C'est facile quand il est péjoratif. Et quand il est péjoratif par des accidents vasculaires cérébraux, par exemple, hémorragiques, dans un choc septique avec un syndrome de défaillance multiviscérale, dans des grosses intoxications par exemple, la colchicine. On n'en voit plus beaucoup, mais disons, ça existe, ça existe. Et donc, il y a des moments où le pronostic est quasiment immédiatement dépassé et facile à établir. Et puis des fois, il y a des diagnostics qui sont des pronostics, pardon, qui sont également faciles à définir quand ils sont favorables. Il y a des situations où on voit, on sait, si je puis dire, d'expérience, de pratique, que le pronostic sera très certainement, le pronostic vital sera certainement favorable. Dans un trouble métabolique, dans beaucoup de pneumopathies bactériennes, par exemple, où on dispose des antibiotiques efficaces avec le germe qui est traitable, euh, dans des comas toxiques, un coma toxique qui n'est pas euh, par une drogue exceptionnelle, les comas toxiques sont quasiment tous rattrapables, etc. Donc il y a des situations comme ça où on peut donner un pronostic euh, positif facilement. Et puis il y a toute cette zone grise intermédiaire où le pronostic est difficile. On ne sait pas. On ne sait pas dans un sepsis sévère au départ, pas forcément encore un choc septique, mais un sepsis sévère qui va donner un choc septique. Est-ce qu'on va réussir à tirer la personne d'affaire ou pas? Certains infarctus du myocarde, défaillance cardiaque, où il va falloir installer des systèmes d'assistance circulatoire. Le SDRA, hein, on a vu là pendant la pandémie de Covid, le pronostic était pas indéfinissable, mais extrêmement difficile à définir. Alors, cette situation-là qui est la plus problématique, et ça a été dit par mes collègues, je rejoins ce qu'ils ont dit, euh, j'en parlerai juste une seconde après, parce qu'il y a un autre pronostic aussi qu'il faut établir quand on fait de l'activité comme celle que j'ai faite pendant longtemps. Il y a le pronostic immédiat,
mais il y a aussi le pronostic à distance. Qu'est-ce que nous allons proposer avec toute la technicité que nous possédons sur la qualité de vie à distance? Alors c'est une question, je le dis, quand j'ai de nombreuses années, quand je faisais de la réanimation, c'était une dimension qui n'était pas bien évaluée. Je ne dis pas qu'on ne prenait pas en considération, mais c'était quelque chose qui n'était pas euh, en première place, si vous voulez, dans la décision de prise en charge. Aujourd'hui, mes collègues, dans mon activité, on s'est intéressé davantage au pronostic à distance. Quelle qualité de vie on peut proposer à un patient qu'on va, entre guillemets, rattraper. Par exemple, on a créé, c'est beaucoup moins fréquent maintenant, mais on a créé beaucoup d'états végétatifs chroniques avec des réanimations en espérant qu'un pronostic serait favorable, et puis on a créé beaucoup de ces pathologies. Combien de malades ont des défaillances quasiment définitives de fonctions musculaires ou nerveuses par atteinte liée au sepsis, etc. Combien de stress psychologique sévère à distance. Alors tout ça, c'est très important parce qu'on doit aussi, dans l'évaluation du pronostic, euh, tenter d'estimer quel sera le pronostic à distance. Il y a des, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des ABAC et des critères actuellement qui sont utilisés, mais mes collègues de soins palliatifs sont mieux à même que moi de dire ça. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile en réanimation? Peut-être pas plus qu'ailleurs, mais quand même, je dirais un peu plus qu'ailleurs. C'est que la réanimation a une puissance technique de suppléance extraordinaire. C'est-à-dire que dans cette spécialité, on va dire qu'on est capable de tout faire, mais on peut en faire énormément. C'est-à-dire que nous avons à notre disposition, vous le savez très bien, devant un patient atteint de défaillance de deux, trois organes, on est capable de mettre en œuvre des traitements supplémentaires. Connu, c'est peut-être la ventilation artificielle. Il y a aussi l'assistance circulatoire, la dialyse et d'autres techniques qu'on associe régulièrement pour un même malade. Et puis, il y a toute la présence humaine. C'est-à-dire que dans un service de réanimation, c'est 24 heures sur 24, une infirmière pour deux patients, une aide-soignante pour quatre patients, avec le nursing, etc., sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc il y a toute cette puissance de la réanimation qui est là et qui peut faire penser, et notamment aux plus jeunes, que cette spécialité permet de renverser des pronostics réputés effrayants et que finalement, grâce à la technicité, on va pouvoir faire passer un cap et puis la vie va reprendre comme avant. Ça, c'est une vraie difficulté. Alors, comment peut-on s'en sortir? Je le redirai tout à l'heure, mais il y a déjà une question d'expérience, de métier pour avoir un jugement le plus sain possible. Et puis, il y a notre demande aussi pour ces services de réanimation, c'est une demande sociétale. Alors, c'est vrai qu'on nous a souvent reproché d'en faire trop. On l'a entendu régulièrement quand on était des pourvoyeurs d'état végétatif, je l'ai dit tout à l'heure. Mais regardez, je reviens avec le Covid, regardez comme les gens attendaient que ces services et ces techniques puissent tirer d'affaire leurs proches, eux-mêmes s'ils arrivaient dans ces situations. Donc là, il y a quelque chose qui pousse effectivement les réanimateurs à, je ne dis pas aller trop loin, mais à aller plus loin que ce qu'on pourrait spontanément imaginer. Après, il y a aussi un autre élément qu'on a tous vécu. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais c'est la croyance des autres collègues. Combien de fois on a eu des demandes de transfert, on a des demandes de transfert d'un service quelconque de médecine, on n'a pas de chirurgie, mais disons, on va rester de façon générale de médecine, demandant la prise en charge d'un patient qui, pour nous, presque à l'évidence, il n'y avait plus rien à espérer, rien à faire. Donc ça, c'est un élément qui va rendre difficile l'évaluation du pronostic. Et puis, il y a une autre chose aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec moins de force. Il y a aussi les retournements de situation
que tout réanimateur un peu chevronné a connu dans son expérience. C'est-à-dire des situations qui étaient données quasiment à l'évidence comme perdues, désespérées, au fond, se sont retournées favorablement. On a tous connu ça. Vous l'avez aussi connu dans vos spécialités, ce n'est pas les seuls, mais là, avec la réanimation et la technicité, l'évolution des méthodes d'investigation, les traitements médicamenteux nouveaux, etc., eh bien, on a tous connu des retournements inespérés qui va rendre encore plus difficile l'évaluation d'un pronostic vital, hein. Je parle du pronostic vital immédiat ou à moyen terme ou à court terme, et pas du pronostic à distance. Alors en réanimation, et ça a été dit déjà par mon collègue, euh, il y a des scores de gravité, comme le score Apache, Apache 2, le SAPS, etc. Il y en a d'autres. Euh, alors, ces scores ont été établis sur de très grands nombres de patients de réanimation, mais vraiment considérables, et ils sont en mesure de prévoir la survie d'un patient avec des pourcentages remarquables. À 90%, on est capable, avec un score à l'admission, de prédire la survie d'un patient. Très bien. Mais en revanche, on est beaucoup plus en difficulté pour prévoir ceux qui vont mourir. La prédiction de la mortalité avec ces scores n'est que de 50 à 70%. C'est-à-dire, on sait par exemple dans une population de 100 personnes qu'il y en a 20 qui vont mourir, mais on ne sait pas lesquels. Donc ces scores sont intéressants, mais totalement insuffisants. Et encore une fois, je dis que on les utilise peu finalement, voire pas du tout pour définir l'engagement, le niveau d'engagement thérapeutique pour un patient donné. Ils ont une force considérable car ils permettent de grouper des patients, savoir combien de patients étaient dans tel état, quels ont été les traitements, etc. Donc ça a un intérêt indiscutable pour de l'épidémiologie, par exemple, mais pour un sujet individuel, utiliser un score de gravité comme la page 2, eh bien, ça n'est pas, je dirais simplement raisonnable. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, le pronostic d'un patient, il va être apprécié par l'expérience personnelle, l'expérience des soignants. Il va être apprécié, essayé d'être défini, évalué par cette expérience, par la volonté du sujet, par la volonté ou la parole de la personne de confiance à qui on doit impérativement se référer ou parler avec la personne de confiance. Je crois vraiment beaucoup dans comment dire, le métier d'un réanimateur pour définir un pronostic. On a mis en place, et Laurent l'a dit déjà tout à l'heure, nous avions mis en place dans le service de réanimation en 2000 euh, une évaluation qu'on avait appelée H48, c'est-à-dire on définissait à l'admission les médecins avec les infirmières et la parole de l'entourage, le niveau d'engagement thérapeutique. Ça, c'est une notion qui est pour moi extrêmement importante, c'est-à-dire que devant un patient donné, on doit, avec toute la technicité que nous avons, avec toute notre compétence qui doit être infaillible, les formations doivent être parfaites pour toutes les équipes, on doit mettre en place un niveau d'engagement thérapeutique qui va être soit on fait tout, soit on commence à dégrader, c'est-à-dire niveau 4 d'abord, et puis on va dégrader les 48 heures en refaisant le point, et puis petit à petit, si la situation s'améliore, tant mieux, on continue. Si la situation se dégrade progressivement, eh bien, on va ne pas faire d'escalade thérapeutique en entraînant une suppléance d'organes, en traitant une défaillance d'organes supplémentaire. Et puis, on peut encore dégrader si dans la défaillance d'organes que nous traitons, on décide de ne pas faire d'escalade instrumentale supplémentaire et puis au final, on arrête. Donc, cette
Ce niveau d'engagement thérapeutique est quelque chose de vraiment essentiel dans ma spécialité, mais je pense dans beaucoup de spécialités. Je pense que dans toute spécialité médicale, eh bien, on devrait avoir cette réflexion avec les patients. Jusqu'où doit-on aller? Alors, je crois que définir le pronostic, je finirai peut-être là-dessus, c'est que on a été très, 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 très optimiste en réanimation. Ça fait très longtemps que j'ai commencé la réanimation quand on ne savait rien de la réanimation. Les maîtres, Monsieur Mans, Stampé, Jäger, et surtout Jean-Marie Mans, qui est décédé il y a peu de temps, étaient les créateurs de cette spécialité. Donc on ne le savait pas. Et on était des jusque-boutistes. Aujourd'hui, on sait. On sait que la technique est absolument indispensable, fondamentale, mais elle est loin, loin, loin d'être de Graal total. Définir un pronostic d'un patient en réanimation, c'est une question de savoir-faire, c'est du tact, c'est de l'entretien, c'est de l'humanisme, c'est de la discussion avec les soignants, entre soignants, c'est discuter avec les personnes qui ont connu le malade, c'est connaître bien son métier, avoir une connaissance, je dirais, sans faille de la littérature, et ça n'est que comme ça qu'on va pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui va permettre de dire, oui, là, ça vaut la peine de poursuivre. Oui, là, ça vaut la peine de mettre en œuvre ce traitement. On a la conviction, pas la certitude, c'est-à-dire on a l'intime conviction que ce que l'on est en train de faire va permettre d'améliorer le pronostic vital immédiat, bien sûr, mais aussi de ne pas dégrader outre mesure le pronostic fonctionnel, la dépendance à distance de la réanimation. Eh bien, cet exercice est extrêmement difficile et il ne peut s'acquérir que par l'expérience. Donc, je fais un plaidoyer pour cette discipline, mais comme d'autres, c'est-à-dire que on ne peut apprécier un pronostic et être utile que par l'expérience et par l'échange global avec l'équipe, mais aussi avec des équipes extérieures. Et il nous arrivait régulièrement, j'espère qu'ils le font encore, d'appeler des intervenants extérieurs pour donner un avis. Ça fait partie des recommandations, d'ailleurs, des sociétés savantes de réanimation, de demander un avis à quelqu'un d'extérieur. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que peut représenter la définition et l'évaluation du pronostic en réanimation médicale, c'est pareil en réanimation chirurgicale, mais je parle de la réanimation médicale. Encore une fois, c'est des malades au pronostic vital immédiatement engagé. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation. Je vous remercie. Le webinaire a été enregistré, hein, donc il sera disponible à réécoute pour ceux qui le souhaitent. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre participation. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.